Elle fait l'école buissonnière. Une ours s'est échappée hier de la réserve animalière de Sigean. Et comme cette jolie femelle pèse 130 kilos, les gendarmes se mobilisent pour la retrouver. Ils sont accompagnés de 2 vétérinaires armés de seringues hypodermiques. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était près de l'île Saint-Martin à Gruisse. Véronique Gaguillon-François. Oh oui, mesdames, messieurs, est-ce qu'un ours qui s'échappe d'une réserve, ça vaut un sujet dans le journal de 13h de France 2 ? Est-ce que c'est la même Élise Lucet qui nous a fait le magazine Cache Investigation sur l'évasion fiscale ? Est-ce que c'est la même Élise Lucet qui nous fait des reportages sur les pigeons voyageurs dans le journal de France 2 ? Est-ce que c'est la même Élise Lucet qui nous parle des fantômes dans le nord de la France dans le journal ? Ouais, c'est la même Élise Lucet. Alors, je parle d'Élise Lucet et de son super reportage soi-disant Cache Investigation sur l'évasion fiscale, parce que ça m'a fait doucement rigoler, parce que en fait tout était bien préparé, mis en scène. Quand on la voit rentrer dans le restaurant pour aller interviewer les oligarques à leur table, la caméra était déjà à l'intérieur du restaurant, donc la mise en scène était parfaite. Donc tout ça, moi, j'y crois pas trop en fait. Et puis son reportage, finalement, ça casse pas une brique, parce que en fait, on s'attaque toujours aux conséquences du mondialisme, mais jamais aux causes. Donc là, on va pisser sur les multinationales en les pointant du doigt comme quoi ils ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts. Mais qui a mis en place le système ? C'était eux qu'il fallait aller voir. Donc ce sont les politiques, c'est le traité de Maastricht. Donc tous ceux qui ont mis en place le système, c'est eux qu'il faut aller voir, c'est eux qu'il faut aller invectiver. C'est même les journalistes qui ont poussé pour que le système soit mis en place. Les multinationales, elles, même si on les ont fait du lobbying, attention, elles profitent du système. Et elles ont bien raison finalement. On leur donne le droit de faire des montages très compliqués qui leur donnent la possibilité de payer le moins d'impôts possible. Pourquoi elles se priveraient ? Donc voilà, encore une fois, on s'attaque aux conséquences, jamais aux causes. Voilà pour l'introduction. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Cette semaine, on va parler d'infos internationales et on va parler de santé et environnement. Attachez vos ceintures et on y va. On démarre les infos internationales et on va continuer de parler journalisme. Parce qu'en France, on a Élise Lucet, mais aux États-Unis, il y a un autre journaliste qui s'appelle Michael Hastings, un journaliste d'investigation qui travaillait entre autres au magazine Rolling Stone et qui avait fait de gros articles, que ce soit sur le général McChrystal, qui était chef de l'OTAN en Afghanistan, qui avait fait une interview explosive qui avait amené au remplacement du général McChrystal d'ailleurs. Il avait fait plusieurs reportages sur la guerre d'Afghanistan. Il a fait des reportages sur Obama, etc. Et ce journaliste qui se savait suivi par le FBI et qui se savait plus ou moins en danger, on va dire, il a eu un accident de voiture. Ça, c'est fou, ça. Ça s'est passé le 17 juin dernier. Boum, accident de voiture. Sa voiture est arrivée à grande vitesse, il est entré dans un arbre apparemment où il a perdu le contrôle du véhicule et boum, la voiture a explosé, projetant des débris à plus de 100 mètres. Waouh, c'est incroyable. Alors si c'est vrai, cette voiture, je sais pas de quelle marque elle était, mais il faut absolument toutes les faire revenir au garage, parce que si ça explose facilement et que ça envoie des projectiles à plus de 100 mètres, enfin voilà. Michael Hastings, journaliste américain d'investigation, il est mort aux États-Unis. Alors évidemment, les FBI et les autorités ne veulent pas faire d'investigation. Pour eux, il n'y a même pas à en faire, puisque c'est un accident. Pour d'autres, l'accident est relativement bizarre, on va dire. Encore une affaire dont on ne saura certainement jamais les tenants et les aboutissants. On continue avec Edward Snowden, vous savez, l'ex-employé de la CIA dont je parlais la semaine dernière, qui a fait des révélations sur les écoutes de la CIA et de la NSA. Eh bien, il est parti de Hong Kong pour aller se réfugier tout d'abord en Russie, et ensuite il a demandé l'asile politique en Équateur. Alors les Américains, eux, de leur côté, font tout ce qu'ils peuvent pour le récupérer. Alors eux, ils le considèrent plus comme un hacker qu'autre chose. Et étant donné qu'il a demandé l'asile politique en Équateur, la tension est montée d'un cran entre les USA et l'Équateur justement. Alors le ministre de la communication équatorien Fernando Alvaro a déclaré que l'Équateur proposait aux États-Unis une aide de 23 millions de dollars par an destinée à dispenser une formation dans le domaine des droits de l'homme. Ça c'est assez rigolo quand même.
Et il a rappelé que l'Équateur était un des 7 pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord à avoir ratifié tous les documents relatifs au mécanisme interaméricain en matière de droits de l'homme. Et il invite les États-Unis à en ratifier au moins un seul. Et enfin, il a déclaré « Nous sommes conscients qu'il doit y avoir des mécanismes de lutte contre le terrorisme, mais nous ne pouvons pas accepter que cette lutte porte atteinte aux droits de l'homme et à la souveraineté des peuples. » Voilà pour l'échange entre l'Équateur et les États-Unis. On continue dans les révélations à propos de l'espionnage de notre vie privée, puisque maintenant c'est une organisation anglaise, la GCHQ, alors c'est une organisation intelligence britannique donc, qui aurait un système électronique capable d'intercepter tous nos appels téléphoniques, tous les messages email, toutes les entrées Facebook, tout l'historique d'Internet, etc. Ce système aurait été mis en place en 2010 et aurait participé à l'interception de 600 millions de coups de téléphone chaque jour. On va complètement changer de sujet maintenant, on va faire un petit tour d'Europe, en commençant par la Grèce, puisqu'on apprend que malheureusement, les Grecs ils sont obligés d'abandonner leurs enfants pour que ceux-ci puissent manger à leur faim. Apparemment, 80% des enfants qui sont logés dans les orphelinats ont été déposés parce que leurs familles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins faute de travail. Certains enfants arrivent en si mauvais état qu'ils peuvent à peine parler. Et le taux de suicide et les problèmes de santé mentale à tout âge ont fortement augmenté en Grèce au cours de ces 3 dernières années. Pour compliquer les choses, il est de plus en plus difficile pour les organismes de bienfaisance à court d'argent de garder les orphelinats ouverts. On parle du Portugal maintenant, puisque hier, jeudi 27 juin, a eu lieu une grève générale dans le pays. Alors les Portugais qui ont été relativement sages ces 2 dernières années, en acceptant un peu le plan de la Troïka, cette fois-ci ils sont complètement révoltés. Alors ils s'opposent à la suppression de 30 000 postes de fonctionnaires, à l'allongement de leur temps de travail de 35 à 40 heures par semaine sans compensation. Ils protestent contre la hausse générale des impôts, le gel des pensions de retraite, la diminution des remboursements de la sécurité sociale. On continue avec l'Europe et avec cette demande de l'Allemagne qui veut sauver les banques en difficulté en opérant une ponction sur les dépôts et les actifs de 8% sur l'ensemble des comptes des Européens. Alors cette mesure, je vous l'avais annoncé, allait être étendue à toute l'Europe le lendemain de la prise d'otage de Chypre. Alors à l'époque c'était 10%. Là, bon, ça sera 8%, donc on peut s'estimer heureux. Donc le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a proposé que les actionnaires, les créanciers, les déposants et les titulaires de comptes subissent une ponction de 8%, affirmant que cette solution demeurerait plus favorable pour eux car leurs pertes seraient beaucoup plus importantes si les banques faisaient faillite. On continue avec l'Europe et les dirigeants européens qui ont approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier le budget de l'Union européenne 2014-2020 permettant de mobiliser environ 8 milliards d'euros pour financer des mesures en faveur de l'emploi des jeunes. Ah ça c'est incroyable, ces types n'ont toujours pas compris que c'est pas avec de l'argent qu'il y aura de l'emploi dans les pays de l'Union européenne, mais c'est parce que les entreprises auront des commandes qu'il y aura de l'emploi. Et pour que les entreprises aient des commandes, il faut qu'elles soient compétitives. Et pour qu'elles soient compétitives, il ne faut pas qu'elles soient en compétition justement avec des entreprises chinoises ou avec des entreprises bulgares par exemple. Donc il faut un minimum de protectionnisme, sinon il n'y aura pas d'emploi, ça me paraît complètement évident. Mais bon, non, on va mettre encore des sous. Combien ? 8 milliards ? 8 milliards dans le vent, ça ne servira à rien. Toujours les dirigeants européens et les chefs d'État qui doivent se retrouver prochainement pour discuter de la politique d'élargissement de l'Union européenne. Ils pourraient donner leur feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Serbie. Bon, un de plus, un de moins, allez, plus on est de fous, plus on rit. On va parler de la France maintenant. Alors je sais, on me reproche beaucoup de ne pas parler de la France. Alors on va faire une petite page France, d'accord ? Alors d'abord, notre François Hollande national qui est allé faire un petit peu le tour du monde pour trouver des investisseurs. Donc il est parti au Japon d'abord. Alors au Japon, il a déclaré, une fois de plus, il faut bien comprendre que la crise dans la zone euro est terminée. C'est vrai que là, il est très très crédible le gars. Alors après le Japon, il est allé en Chine, où il a appelé les investisseurs chinois à venir plus investir en France. Nous voulons attirer plus d'investissements chinois en France parce que nous voulons un rééquilibrage. Il y a beaucoup d'investissements français en Chine et nous n'avons rien à craindre.
des investissements chinois en France, à la condition qu'ils soient favorables à l'emploi et à l'activité. C'est ce qu'a déclaré notre chef d'État. Ensuite, Hollande s'est rendu au Qatar. Alors même cinéma, il a déclaré « Les investissements venant du Qatar sont les bienvenus. Ils doivent être accueillis de bonne manière, même s'ils peuvent parfois être fléchés, dirigés quand il y a des intérêts communs. » Alors souvenons-nous que les Qataris ont investi en masse en France. Alors ils ont investi parce que les investissements immobiliers ne sont pas imposables sur les plus-values et les résidents qataris en France ne payent pas l'ISF pendant leurs 5 premières années. Alors rappelons-nous que le Qatar a racheté le PSG, l'hôtel Martinez de Cannes, les galeries commerciales des Champs-Élysées, une partie de ses environnements, l'immobilier qui abrite le Virgin des Champs-Élysées, 3% de Total, l'hôtel d'Évreux Passe Vendôme, l'immeuble qui abrite le Figaro, une maison à Marne-la-Coquette, les droits télé de la Ligue 1. Et ça va continuer encore et encore. En France, la Cour des comptes a pondu son rapport le 27 juin dernier, son rapport dans lequel il prédit un déficit public entre 3,8 et 4,1% du PIB. Information qui n'a pas été démentie par le gouvernement français, qui cherche des rentrées d'argent par toutes les possibilités possibles. Un rapporteur du PS au budget, un sénateur, François Marc, a affirmé qu'il allait falloir, je cite, chercher du côté d'une nouvelle taxe carbone, de la taxation plus importante du diesel pour renflouer les comptes de la France. Donc très bientôt, le diesel va prendre une sacrée taxe sur la tête, et les Français avec. La Cour des comptes qui dans son rapport tente de donner quelques pistes pour que la France redresse la barre, telles que le gel du point de la fonction publique, la réduction du rythme de croissance de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, comprenez la diminution du remboursement de l'assurance maladie, une révision des modalités d'indexation des prestations sociales, comprenez la désindexation des retraites par rapport à l'inflation, à l'exception des minima sociaux. Alors pour faire des économies, la France va serrer les budgets. Et il va commencer par serrer les budgets d'investissement dans les transports, puisqu'on apprend que c'est la fin du tout TGV. Des lignes TGV qui devaient voir le jour un peu partout en France. Tout ça est complètement gelé. Un rapport Duron a proposé 2 scénarios concernant les investissements dans les infrastructures de transport, mais le gouvernement a d'ores et déjà tranché. Il annoncera tout ça le 9 juillet prochain. Tous les budgets sont gelés et ces budgets sont reportés à 2030 puisqu'on prévoit des dépenses de 28 à 30 milliards en 2030. En attendant, tout l'argent qui a été investi dans les projets en ce qui concerne les faisabilités de ces lignes TGV dans les régions, tout cela est perdu et ça représente plusieurs millions d'euros. On continue avec la France et le traité transatlantique. On apprend que lors d'une visioconférence le 14 juin dernier, le président américain a menacé François Hollande de, je cite, représailles massives s'il maintient sa position. Selon le Figaro, qui rapporte les propos d'un participant à ce rendez-vous, le président américain a menacé la France de représailles massives si l'exception culturelle était étendue aux nouvelles technologies. Le président américain a affirmé qu'il ne plaisantait pas et précisé qu'une liste de contre-mesures pouvait être transmise à Paris pour que François Hollande se rende bien compte de ce que cela veut dire. On va parler de l'Irak encore, puisque la semaine dernière, au moins 7 explosions se sont produites à Bagdad, faisant 27 morts selon Reuters. Ces explosions se sont produites principalement dans les quartiers chiites de la ville. Alors malheureusement, l'Irak, qui devrait être démocratisé, en fait est toujours autant déstabilisée et elle fait toujours la une de l'actualité, en tout cas chez nous. C'est peut-être le moment de ressortir la vidéo de Susan Lindauer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette dame qui était agent de liaison à la CIA et qui avait témoigné, c'était sur internet il y a à peu près 1 an et demi, elle avait témoigné de ce qui s'était passé à propos de l'Irak, comment les États-Unis avaient pris la décision d'intervenir dans ce pays, alors que l'Irak n'avait rien à voir avec le 11 septembre, etc. L'Irak qui était censé avoir des armes de destruction massive, de l'anthrax et tout ça était complètement biaisé, complètement faux. En fait, les États-Unis avaient prévu d'attaquer l'Irak bien avant, donc voilà. Il est temps de ressortir cette vidéo de Susan Lindauer. Des petits extraits, regardez. Well, I have to say, I am so pleased to be here. I have waited 10 years to tell this story. I remember after 9/11
when my CIA handler, Richard Fuse, told me that there really wasn't going to be much of a 9/11 investigation. And we were going to try to keep the people calm. That's what he said. We're going to keep them calm. And I said, what do you mean? He said, well, we don't really need them to know everything that we were doing before 9/11. And I said, well, why? What do you think what do you think's going to happen when they find out that you didn't tell them the truth? Why don't you just tell them the truth right now? And he said, well, that's not really what they want to do. So I had, I had different ideas. I will tell you straight off the bat that right after 9/11, my CIA handler received a $13 million payoff from the 9/11 investigation that was supposed to be money used for the Iraqi, to secure Iraq's cooperation. And I ended up getting indicted on the Patriot Act. I was the second non-Arab American ever indicted on the Patriot Act after Jose Padilla. And my crime was in opposing terrorism and going to Congress, and I had spoken to the staff of Senator John McCain and Senator Trent Lott, and I had pounded them. I called their chiefs of staff, their legislative directors, and their foreign policy people, and I said, I'm an asset who covered Iraq and Libya at the United Nations, and I have a story to tell, and you need to hear what I have to say. And within 30 days, I am not making this up, this is actually, thanks to the Patriot Act, all of my phone calls to these offices are taped by the FBI, so I can actually prove that they occurred. And I have the dates, I have the actual phone conversations on tape. Okay, that began a 5-year indictment, 5-year nightmare on the Patriot Act. I was never taken to trial. In 5 years, I was allowed 1 morning of testimony with 2 witnesses. The 2 witnesses were a former chief of staff for a congressional member of Congress, and my old friend Park Godfrey, who verified the 9/11 warnings that I'm going to talk about tonight. That I believe there was both the hijackings, and that does not mean that I'm right and you're wrong. I believe there were both hijackings and a controlled demolition scenario, and I'll explain to you how the whole thing fits together. And you may disagree, and that's okay if you disagree with me. But I can tell you, but when you hear what I have to say, you'll understand why I've reached this conclusion. So I believe both of them happened, okay? And it's also very important for you to know that as the 10-year anniversary of 9/11 comes up, no offense, but you guys have no idea what actually happened. This is like the lies are so much bigger than what you know. And it's so much deeper, and it's so much more tragic once you have the truth. So I'm a back channel, which means that the U.S. government gives me messages to give the Iraqis, and then the Iraqis give me messages to give to Washington. So I know everything. Every single conversation is going through me. And I can tell you that in April of 2001, I was summoned to my CIA handler, Dr. Richard Fuse, and he said he had a message for me to deliver to New York at the earliest possible convenience. And the message was this: we are looking for information on a conspiracy to hijack airplanes. We expect the target to be the World Trade Center. We think they're going to fly the airplanes into the World Trade Center. And we want the Iraqis to provide it's called actionable intelligence. Actionable intelligence is a name, an airport hub, a flight number, something that's going to help us identify who they are, where they're meeting, what their nationalities are, anything like this. And he gives me a message, and he says, we want this information, and I want you to tell the Iraqis that if they fail to give us this information, and if it is later determined that they knew the information and they did not give it to us, then the United States is prepared to go to war with Iraq. In June and July, practically every single week, my CIA handler, Dr. Richard Fuse, and I talked about 9/11.
And it was very clear that the intelligence community was being prepped for two things. One, to expect airplane hijackings. Now, I have to be honest with you, because I know a lot of you are interested in the controlled demolition. They prepped us to expect the airplane hijackings. They told us about it. Like my CIA handler demanded that Iraq had to give us this, and they insisted that if it happened, there would be dire consequences. Because they had destroyed education. They wiped out literacy in a single generation. They destroyed the hospitals and the healthcare system. Iraq performed the second heart transplant in the world, and we wiped them out. Okay? 11,000 people died every month. By the end of 1996, 500,000 children had died of sanctions, and they only counted 5-year-olds and younger. They didn't even count the 6-year-olds, because the United Nations was holding back the numbers. And after that report in December of 96, they stopped counting it. The United Nations never published another report on the deaths. So frequently what you will hear is that only 500,000 children died, but in fact they continued to die, and approximately 1 million children died. Oh my God, Susan, do not go back to New York City. It's too dangerous. We are expecting the use of a miniature thermonuclear device. And they were not afraid that I was going to be hurt by like falling debris in the World Trade Center. I wasn't going to be at the World Trade Center. They were afraid of radiation contamination, like the winds blowing the radioactive stuff. And that's what he was like, don't go up there, we're expecting mass casualties. And I said, well, Richard, I'll go up the day after. This was I can tell you the exact day. It was a Thursday. And I said, I will go up to New York on Saturday and I'll report to you on Monday. And we'll just find out if the Iraqis have anything to give us. I went up to New York. The Iraqis said, ain't got nothing. We don't know. We don't know anything about this. You keep telling us about this. The only way we know about it is because you're talking about it. Well, we don't have any information to give you. And if we did, we understand the consequences. We know that if we don't help you, you're going to go to war with us if you think we did. And if there was anything we could give you, that's what I'm told they said. But I did what I did. And when I did that, I apparently tripped some wires, because it denied the White House, it denied the Justice Department and the Attorney General's office of deniability, plausible deniability. And that's very important. And that is why they came after me so hard and tried to destroy me utterly, because they could not admit to you that we had absolutely anticipated this thing. We knew it was going to happen exactly as it did go down, with one exception. And here's where and then I'm going to finish this, and then I'll open the floor to questions. What I have learned since then, now all the things that I've told you were things I did directly. So I'm telling you, I'm not relating what somebody else did or a conversation that somebody else had that has been reported to me. This is direct primary knowledge from my own experience. But what I'm going to tell you now is from somebody else, okay? And so I distinguish these two things. I have been told that by somebody who saw the videos that at the World Trade Center, from approximately August 23rd, and it could have been August 22nd, it could have been August 24th. Okay, approximately August 23rd until approximately September 3rd. And again, it could be September 2nd. The spooks can be weird about this stuff. Okay, they could say, well, it wasn't September 4th. So no. No, it could have been September 3rd, okay? It could have been September 2nd. Right within a couple of days of this, my friend says that at approximately 3 o'clock in the morning, strange vans, and there were just maybe 3 of them, he said, that not just a couple. The way he put it was a couple of vans. So we're thinking 3, possibly 4, but most likely 3. A couple of vans arrived at 3 o'clock in the morning after the janitorial truck makes it the important thing about a thermite bomb is it is an extraordinary heat-reducing bomb. Okay, it takes steel and it creates molten steel. So it takes beams of steel and it turns it into molten steel, and it just everything underneath just sinks into the ground like what you saw.
And it is a special U.S. military-grade weapon. Okay? It is a military-grade weapon. It's not something you could make ever in your kitchen or your garage or your living room. It is impossible for you to do this. This is a U.S. military. It's more likely that they were using Mohammed Atta to guide the conspiracy, to track the conspiracy, and then they discovered that they were bozo pilots, they were clowns, they weren't any good at this flying stuff, and now they had an agenda. And the agenda was that when this attack happened, they were going to go to war with Iraq. But, oh gosh, we've got a problem now. Because the problem is they're not going to be able to do the job. And so that is the motivation. The thing is, there can never be any police officer will tell you, there is no crime without a motive and opportunity. And we had both. So it's not like they just spontaneously wired the World Trade Center. They knew it was coming, and they wanted to make sure that they had maximum damage when it hit. They knew they were going to use the airplanes as the cover to demolish the building. So it's not, you know, a lot of people in the 9/11 truth community have gotten kind of, at first, when I first broke this news, they were like, you know, a lot of people attacked me, and they said, you're saying there were airplane hijackings. No, no, there was a demolition. And I'm like saying, no, no, there's both of it. Both things happened. They knew this, they knew the airplanes were going to be hijacked, so they used it as a cover for to guarantee maximum destruction, because they already knew the consequence of war. Voilà, je vous donne les liens vers les deux vidéos de l'intervention de Susan Lindauer que j'avais traduite à l'époque et qui avait fait plus de 200 000 vues. Alors si je parle de Susan Lindauer aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, puisque à l'époque elle avait sorti son livre en anglais et aujourd'hui ce même livre a été traduit et il sort en français, Extrême Préjudice. Donc c'est un livre qui fait environ 480 pages. Et je remercie Daphné qui tient les éditions Vainqueur de me l'avoir donné en avant-première. Alors je l'ai déjà attaqué, hein, sachez que j'ai déjà attaqué le bouquin, je peux vous dire que ça part déjà hyper fort. Voilà, donc un livre pour vous, pour vos vacances, lâchez votre télé un petit peu et allez lire le bouquin de Susan Lindauer, Extrême Préjudice, je pense que vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Après l'Irak, la Syrie, un nouvel épisode de la série macabre des exécutions de Syriens a eu lieu, puisque 3 moines ont été tués dimanche dernier par le front Al-Nosra. Alors le front Al-Nosra, faut toujours le rappeler, ils sont affiliés à l'armée de Syrie libre, hein, qui est subventionnée par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et soutenue par nous les Occidentaux, faut toujours bien le rappeler ça. Hein. Donc la vidéo de leur assassinat où on leur coupe la tête est publiée sur internet, vous pouvez la voir si vous avez les tripes, c'est relativement sympathique. Hein. Parmi eux, le père François Moura, un religieux de nationalité syrienne qui avait été enlevé dans son couvent à Ghassanech, dans le nord de la Syrie. Autre information à propos de la Syrie, puisque une explosion a retenti à côté d'une église à Damas et qui a fait 4 morts. Et enfin, une dernière information, toujours à propos de la Syrie, mais émanant d'Arabie Saoudite, une information alors hyper importante. Un document officiel, estampillé très confidentiel, datant d'avril 2012 et émanant du ministère saoudien de l'Intérieur, confirme l'envoi en Syrie de condamnés à mort par décapitation, graciés en échange de leur engagement à aller combattre aux côtés des insurgés. Donc on attend d'un instant à l'autre la réaction de BHL. On va parler d'Israël maintenant, avec Benjamin Netanyahou qui nous ressort encore un sketch, puisqu'il a déclaré, je cite, « L'Iran cherche à obtenir ni une ni deux, mais 200 bombes. Ils sont en train de créer des missiles balistiques intercontinentaux, en parallèle du développement de leurs armes nucléaires. Les missiles intercontinentaux ne sont pas destinés pour nous, mais pour vous, les États-Unis. » Alors bon, il y a quelqu'un dans Facebook qui a marqué en commentaire, le public va finir par se lasser s'il reprend les sketchs de sa dernière tournée. Ça, c'est un peu vrai. Enfin, c'est encore pire que ça, parce que j'ai récupéré la liste, là, de toutes les déclarations des Israéliens à propos de l'Iran et des bombes, d'accord? Donc ça commence en 1992. Alors, le ministre des Affaires étrangères israélien Shimon Peres, qui dit à la télévision française que l'Iran aurait les armes nucléaires avant 1999. Alors ça continue, 1992, encore et encore. 1995, le New York Times reporte que les USA et Israël
déclare que l'Iran est très proche d'avoir l'arme nucléaire. En 1996, en 1998, en 1999, en 2001, ça continue. Le ministre de la Défense israélien déclare que l'Iran sera prêt à lancer un missile nucléaire dans 4 ans. Ça, c'était en 2001. En 2002, en 2003, en 2006. En 2006, le département d'État américain déclare que l'Iran sera capable de faire une arme nucléaire dans les 16 jours. Ça, c'était en 2006. En 2008, en 2009, en 2010, en 2011, l'AIEA reporte que l'Iran pourrait avoir une arme nucléaire dans quelques mois. En 2012, ça continue. Et en 2013, c'est vrai que là, le sketch commence à être un peu long. On commence vraiment à se lasser. Après les bombes, on va parler du conflit israélo-palestinien, puisque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois que les États-Unis ou ses alliés essaient de relancer le processus de paix, eh bien Israël déclare vouloir construire des logements dans les territoires occupés. Eh bien bis repetita cette fois-ci, puisque John Kerry est attendu en Israël pour relancer ce fameux processus de paix, mais on apprend qu'Israël, dans le même temps, va construire 69 logements supplémentaires à Jérusalem-Est. Voilà comment torpiller le processus de paix extrêmement facilement. Et enfin, pour terminer avec les infos internationales, on va parler de la consommation de pétrole, puisque selon Lukoil, la consommation mondiale de pétrole augmentera au rythme de 1,2% par an pour atteindre 105 millions de barils par jour d'ici à 2025. Selon Lukoil, de 2010 à 2025, le parc mondial de véhicules automobiles augmentera de 670 millions d'unités, ce qui fera croître la consommation de carburant de 9 millions de barils par jour sur cette période. On attaque la partie santé-environnement en démarrant avec l'aluminium, qui est très mauvais pour notre cerveau, ça tout le monde le sait, de multiples études le montrent, et pourtant nous sommes tous victimes de l'aluminium dans les vaccins. Et Big Pharma n'a pas intérêt à enlever cet aluminium, sous peine de voir le prix du vaccin divisé par 2. Regardez. Sa vie heureuse d'adolescent a été brisée net il y a 3 ans. Stanley n'a même plus la force d'aller au lycée. Son dernier vaccin, à 16 ans, contre la diphtérie, le tétanos et la polio, a fait de ce brillant élève de première S un jeune handicapé. Un mois après le vaccin, subitement, un dimanche, j'ai pas pu me lever, j'étais cloué au lit. Et depuis, ça n'a pas changé, quoi. Tous les jours, je suis fatigué. C'est un épuisement très très important, quoi, qui m'handicape dans ma vie quotidienne, quoi. Tous les jours, c'est compliqué. Stanley souffre de myofascite à macrophages post-vaccinale, une maladie neurodégénérative incurable due à l'aluminium des vaccins. Elle provoque douleur, fatigue et perte de mémoire. C'est vrai que maintenant, il faut faire le deuil de l'enfant qu'on avait, donc ça, c'était très dur. Je pense que je suis peut-être un peu dur avec lui, j'essaye toujours de le stimuler. Donc je n'arrive pas à avoir de réponse de sa part. C'est vrai que je sens que c'est pas possible. Les choses que j'ai fait, par exemple, il y a quelques jours, hier, je vais avoir du mal à m'en rappeler. C'est ça qui est... Dans le monde entier, les preuves scientifiques s'accumulent, confirmant les effets toxiques de l'aluminium sur le cerveau. D'où cet appel de l'association des victimes. Elle organise une grève de la faim devant le ministère de la Santé pour la remise en vente de vaccins sans aluminium. Les personnes doivent pouvoir avoir le choix. Et si elles souhaitent bénéficier d'un DT polio sans aluminium, comme c'était le cas jusqu'en 2008, on doit pouvoir le remettre en circulation, d'autant que Mme Touraine s'y était engagée pendant la campagne présidentielle. Mais les fabricants n'auraient pas intérêt à remettre en vente le DT polio sans aluminium vendu 2 fois moins cher, selon cette spécialiste qui dénonce des conflits d'intérêts. Le problème majeur aussi auquel on doit faire face, c'est que le comité technique des vaccinations qui conseille le ministère et qui élabore la politique vaccinale, eh bien 13 membres sur 17 ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Comment voulez-vous que dans ces conditions, ils rendent des recommandations indépendantes au ministère de la Santé ? Le ministère et la Direction générale de la Santé ont décliné nos demandes d'interview. À Argenton, Stanley, autrefois très sportif, passionné de foot et de course à pied, doit se résigner à vivre au ralenti. Ses rêves se sont volatilisés.
On continue avec le cancer, puisqu'on apprend que 90 à 95% des cancers sont liés à des causes exogènes, c'est-à-dire à notre environnement direct. Le tabac, l'alcool, la sédentarité, les habitudes de consommation alimentaire, l'exposition solaire, etc., etc. En 2011, 365 000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés aux États-Unis. C'est une véritable épidémie de cancer. On attaque la partie nucléaire, un peu comme toutes les semaines, et on démarre avec l'ancien directeur de la NRC, qui s'appelle Grégory Jaczko. Alors la NRC, c'est l'agence de régulation nucléaire aux États-Unis. Et donc ce monsieur Jaczko a fait quelques sorties médiatiques qui sont à souligner. Alors, il a déclaré le 29 mars 2013 « Les USA devraient stopper la totalité de leurs réacteurs nucléaires car il est impossible aux régulateurs de garantir qu'un accident majeur ne puisse survenir. » Alors selon lui, la totalité des 104 réacteurs nucléaires opérant actuellement sur le sol américain serait défectueux et présenterait, je cite, « une faille de sécurité qui ne peut être solutionnée ». Autre déclaration qu'il a faite, cette fois-ci c'était le 14 mars 2013, « Si nous ne pouvons gérer le problème des déchets, alors arrêtons simplement de produire de l'électricité nucléaire. » On continue avec le nucléaire et un incendie dans la salle des machines de la centrale du Bugey. Ça s'est passé le 24 juin dernier. Selon la préfecture de l'Ain, un feu d'origine inconnue s'est déclaré à 13h15 sur un alternateur de la machine de l'unité 5 de la centrale du Bugey. Selon l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, il n'y a pas de rejet radioactif dans l'environnement. Enfin, ça fait quand même le 2 ou 3e cas d'incendie dans des centrales nucléaires ces derniers jours. C'est quand même préoccupant. Encore une information à propos du nucléaire, puisqu'on apprend que le convoi de combustible MOX, parti de France en avril dernier, est arrivé au Japon, au port près de la centrale destinataire de Takahama, où il doit faire fonctionner les réacteurs 3 et 4. Rappelons qu'au Japon, à l'heure actuelle, 48 des 50 réacteurs recensés sont toujours arrêtés et doivent être soumis à de nouveaux examens sur la base de normes plus sévères. On va parler de Monsanto maintenant, puisque cette firme a saisi et détruit illégalement des abeilles reines résistantes au Roundup. Alors après des lois passées au Sénat des États-Unis qui a donné des droits sans limite à Monsanto, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant de constater les premiers effets. Et les premiers effets, c'est le département de l'agriculture de l'Illinois qui a saisi illégalement les abeilles privées du célèbre naturaliste Terence Ingram sans lui donner un mandat de perquisition et avant que le tribunal soit mis au courant de l'affaire. Alors, la version officielle, c'est que les abeilles de Terence Ingram auraient été malades. Et étant donné qu'on lui a saisi, il ne peut maintenant plus prouver que c'était des fausses accusations, bien évidemment. Et selon lui, on lui a détruit 15 ans de sa recherche. Les abeilles auraient été détruites ou alors elles auraient été remises à Monsanto pour déterminer pourquoi certaines d'entre elles sont résistantes au Roundup. Pour terminer, une dernière information, c'est Oliver Stone, le réalisateur américain, qui est en train de tourner un film sur la vie d'Hugo Chavez. Donc c'est déjà lui qui avait tourné un documentaire sur Hugo Chavez, qui n'avait pas été distribué en France, si je me rappelle bien. Donc voilà, apparemment son film sera terminé dans les prochains mois et il visitera bientôt Caracas pour présenter son œuvre et qui relatera l'histoire de l'impérialisme nord-américain en Amérique du Sud, en espérant que son film suive véritablement l'histoire d'Hugo Chavez. Alors pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, on attaque la rubrique Un jour dans le mondialisme. Et je reçois Lisandro du Cercle des Volontaires. Salut Lisandro. Bonjour capitaine, bonjour à tous les internautes. De quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? On est toujours dans les think tanks? On est toujours dans les think tanks, on va continuer. Aujourd'hui on va parler du CFR, et spécialement donc de 1921, la date de la création. Donc c'est un think tank américain qui a été créé par Edward Mandell House. Alors c'est un nom qui ne dit pas grand-chose au public, c'est pas un personnage très connu, et pourtant quelqu'un d'une très haute influence, puisque c'est un politicien américain donc, et il a été le conseiller personnel du président Woodrow Wilson. Dès le début, le CFR va connaître un succès, puisqu'ils vont recevoir des financements de fondations, telles la fondation Rockefeller ou encore la fondation Carnegie. Bon, il y en a d'autres, mais c'est les principales. Et alors, toutes les infos que je vais vous donner, ou en tout cas une bonne partie de ces infos, sont disponibles sur le site du CFR. Le CFR est complètement transparent
publie énormément de choses, vous allez voir plus tard. Donc le but du CFR, selon lui, est officiellement, je cite, de discuter de la politique étrangère américaine. Fin de citation. Ce think tank ne fait pas que discuter. Donc, comme je vous l'ai dit, le CFR publie également des revues. Le CFR a une telle puissance de feu qu'il dispose de ses propres chercheurs. Alors, comme revue du CFR, on peut citer la Foreign Affairs, par exemple. Et dans toutes ces publications, dans toutes ces revues, ils publient leurs analyses. Donc, ce qui m'amène à parler de ses membres. Alors, dans les membres du CFR, on y trouve de tout. Alors, il faut savoir que le mandat, entre guillemets, pour appartenir au CFR, il n'est pas indéfini. C'est un mandat sur quelques années, renouvelable ou non. Il y a quelques membres d'honneur qui sont admis de manière définitive, mais ça reste assez rare. Donc, parmi les membres, comme je vous le dis, on trouve absolument de tout. On a de la star hollywoodienne. J'ai vu sur Voltaire.org que George Clooney avait rejoint le CFR en 2011. Pourquoi pas? On a aussi de la Angelina Jolie. On a des grands patrons de journaux, tels le Washington Post, tels le New York Times, et on a bien entendu des hommes politiques à gogo. J'ai réussi à mettre la main sur une liste des membres du CFR. Bon, vous m'excuserez, la liste date un peu, elle date de 2011, mais en tout cas, elle peut vous permettre de vous faire une idée des membres qui la composent et du nombre de membres, parce qu'il y en a pas mal. Fait extrêmement intéressant, c'est qu'on le retrouve, les membres importants du CFR, donc qui sont classés, on va dire, par titre, donc chairman, vice-chairman, enfin président, vice-président, etc. Donc tous ces membres importants du CFR, on les retrouve dans tous les autres think tanks dispatchés. On en a certains dans la trilatérale, on en a d'autres de notre très très cher Bilderberg, n'est-ce pas, capitaine? Bon. Et tout ceci, toutes mes recherches et toutes ces informations, en fait, bon, ça c'est à titre personnel, hein, ça n'engage que moi, m'amène à penser qu'on est quand même en présence avec le CFR d'un des plus gros think tanks à ce jour. Je pense que le cœur, il est pas loin. Voilà. Une dernière information de taille, c'est que le CFR en fait a remodelé sa politique à travers un programme qu'elle a lancé en 2008. Un programme qui était censé durer 5 ans, donc c'est-à-dire qui est censé prendre fin cette année, en 2013. Il est intitulé International Institutions and Global Governance, World Order in the 21st Century. Bon, en français, ça passe quand même mieux. La traduction, c'est en gros ordre mondial pour le 21e siècle dans le 21e siècle. Hein. Je vous la fais très courte. Alors, Kelzako, qu'est-ce que c'est que ce programme? La définition du programme, vous la trouverez en anglais sur le site du CFR. Moi, je vous l'ai traduite. Ça donne, je cite, « Le programme cherche à identifier les faiblesses critiques du cadre actuel de coopération multilatérale, à proposer des réformes spécifiques adaptées aux nouvelles situations mondiales, à promouvoir un leadership constructif des États-Unis visant à renforcer les capacités des organisations existantes et à promouvoir de nouvelles institutions ainsi que de nouveaux partenariats plus efficaces tant au niveau régional que mondial, incluant le secteur privé et les ONG. » Il faut un peu décortiquer tout ça. Très brièvement, on voit bien qu'on redistribue les cartes, tout simplement. Les États-Unis souhaitent redistribuer les cartes, que ce soit en termes d'alliés, que ce soit en termes de vision du monde, que ce soit en termes de coopération. Donc c'est un acte fondateur quand même. Hein. C'est pour le 21e siècle. Hein. Et alors, sur quoi se focalise ce programme? Alors, il y a 4 points. Et vous allez voir que c'est extrêmement ironique. Le premier, c'est gérer l'économie mondiale. Bah, bravo les gars, moi j'applaudis dès demain, vous y arrivez à merveille, pas de problème. 2, c'est protéger l'environnement et promouvoir la sécurité énergétique. Bon, pas de commentaires, hein. On passe au point suivant. Prévenir et répondre à des conflits violents. Bon, en fait, ça c'est encore plus drôle. Et le dernier point, il est magique, c'est contrer les menaces transnationales, parmi lesquelles le terrorisme, la prolifération d'armes, de destruction massive et de maladies infectieuses. Bon, j'arrête là. C'est trop drôle. Bon. Et je finirai avec le CFR sur une petite citation. Hein. Ça a eu pas mal de succès la dernière fois, alors je continue. Cette citation, elle est de Carol Quigley, et c'était pas n'importe qui, puisque c'était le mentor direct et personnel de Bill Clinton. Et il dit du CFR, je cite, ouvrez les guillemets, « Le CFR est une branche américaine d'une société qui a ses origines en Angleterre, qui pense que les barrières nationales devraient être effacées et qu'un seul gouvernement mondial devrait être établi. » Fermez les guillemets. Je pense que c'est limpide. Merci Lissandro.
Et juste à rajouter quand même par rapport au CFR, c'est que leurs travaux sont disponibles sur Internet. Donc ils ont un site Internet officiel. Ils ont une chaîne YouTube officielle où vous pouvez voir un maximum de vidéos d'eux. Comme je vous disais, ils ne se cachent pas du tout. Et d'ailleurs, quand Hillary Clinton a terminé son mandat de ministre des Affaires étrangères, c'est là-bas qu'elle est allée pour son discours d'adieu. Discours qui dure 1 heure grosso modo et qui donne des informations pour savoir comment les États-Unis doivent faire pour continuer à dominer le monde. Donc ils ne se cachent pas du tout. On ne peut pas parler du CFR sans parler de Zbigniew Brzezinski quand même, qui est une figure emblématique des États-Unis et du CFR et qui fait partie aussi de la trilatérale, il me semble. Et rappelons-nous que Zbigniew Brzezinski, il est quand même débarqué dans les années 70 en Afghanistan pour soutenir les Moudjahidines, pour se battre contre les Russes qui envahissaient l'Afghanistan à l'époque. Donc faut bien dire quand même que ces gens-là sont à l'origine des talibans, et de l'armement des Moudjahidines et ce qui deviendra ensuite les talibans. Donc voilà, quand tu dis qu'ils se battent contre le terrorisme international et la prolifération d'armes, ça fait doucement rigoler, quoi. Voilà. Oui, et dernière chose, je vous renvoie également à la citation que j'avais faite. Alors, j'ai pas la citation exacte sous le nez, mais je vous renvoie à l'avant-dernière édition des infos dont on parle peu, dans laquelle il y a cette citation qui est absolument géniale, qui dit « Ce n'est pas la trilatérale qui gouverne le monde, ça c'est le rôle du CFR ». Ouais, voilà, exactement. Et tiens, une dernière information, on peut quand même dire que le CFR, c'est l'équivalent aux États-Unis du Chatham House en Angleterre quand même. Peut-être qu'on traînera le Chatham House un de ces 4, ok? Ouais, pourquoi pas avec Jonathan la semaine prochaine. Ok, merci à toi, Lisandro. Merci capitaine, au revoir à tous les internautes. À bientôt, ciao. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. En attendant, restez bien informés. À la semaine prochaine. Ciao.